dernier webinaire du FOD avant les congés d'été. Donc nous vous attendons nombreux à ce webinaire, et là il était complet, donc nous avons dû refuser un certain nombre de participants. Mais voilà, donc nous vous souhaitons la bienvenue. N'hésitez pas, pour ceux qui sont déjà connectés, à nous saluer, nous dire si au niveau du son tout va bien, si c'est audible. Voilà, et puis on va attendre une minute que tout le monde se connecte avant de vraiment commencer notre webinaire. Bonjour Jean, je vois Jean qui nous salue. Aurélien, on ne te voit plus, c'est normal? Mais écoutez, nous allons commencer cette webconférence. Il est 14h, bientôt 5, et puis les participants viendront tranquillement nous rejoindre. Donc, Guylaine de Live Session va nous ouvrir la salle. Et comme ça, vous pourrez avoir effectivement notre sujet du jour avec un très beau plateau, puisque nous avons invité 4 membres du FOD à venir témoigner sur un sujet bien précis, qui est de faire un bilan de cette période qui a été très délicate pour tout le monde du confinement, et de donner aussi quelques lignes de perspective sur le développement de la formation à distance. Donc, ça nous a semblé intéressant de donner la parole effectivement à des opérateurs de compétences, car pendant le confinement, on a beaucoup laissé la parole, donné la parole à des experts du FOD pour qu'ils présentent les bonnes pratiques de la formation à distance, le cadre réglementaire avec les mesures d'urgence prises par le gouvernement, et aussi on a donné la parole à des OF pour qu'ils nous donnent un petit peu les enseignements aussi qui tiraient de cette période-là. Donc, pour clore ce cycle, ce sont donc les opérateurs de compétences qui viennent témoigner. Il faut savoir que tous nos webinaires sont consultables en replay. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des problèmes de connexion ou si certaines personnes, effectivement, n'auront pas pu s'inscrire, le replay sera disponible d'ici très rapidement, 24 heures. Il sera mis en ligne sur le site et puis envoyé également sur les réseaux sociaux avec le support de présentation. Donc, 3 questions qu'on posera aujourd'hui aux OPCO pour savoir, eux, comment ils ont vécu cette crise et ce confinement avec la fermeture des organismes de formation, quels types d'actions ils ont mis en place dans l'urgence aussi, et puis quelles sont les perspectives pour la formation à distance. Donc, si on observe bien, on voit bien que les opérateurs de compétences ont des points de convergence sur les actions qu'ils ont menées. Beaucoup ont recensé l'offre de formation à distance existante, mais on notera effectivement des singularités qui sont propres à chacun, puisque chacun répond à des besoins spécifiques de ses branches et de typologie de structures adhérentes. Et puis, chacun reviendra également sur le rôle qu'a joué le FNE Formation, qui a été déployé dans l'urgence, piloté par les directs, mais surtout par les OPCO, et qui a énormément dynamisé les dépenses de formation. Et cela permettra aussi d'avoir un peu un large aperçu, d'une part, sur les offres de formation qui ont été proposées pendant cette période en distanciel,
et puis sur les demandes des entreprises adhérentes, et enfin, qui permettra aussi à nos locaux d'évaluer un peu, de donner des lignes de perspective sur la maturité digitale des acteurs, puisque, effectivement, on l'a bien vu, hein, on a rencontré un certain nombre de difficultés, notamment autour de la lisibilité des coûts de formation, sur les modalités pédagogiques employées, et puis avec des fois une connaissance un peu partielle hein, et du cadre pédagogique et du cadre réglementaire de la formation à distance. Après ce premier bilan, nos intervenants viendront présenter un peu plus, donneront des perspectives et comment ils voient, eux, le développement d'une offre qui sera certainement plus multimodale et comment ils envisagent ou pas, en fonction des secteurs d'activité dont ils ont la charge, de la pérenniser ou pas et avec quel dispositif d'accompagnement. Donc le programme est ambitieux. Hein. Donc je tenais d'abord à les remercier très chaleureusement hein, d'avoir pris du temps pour venir intervenir dans ce webinaire. Et puis, c'est un exercice avec une petite contrainte, puisque le temps de parole est limité à 10 minutes chacun, puisqu'on gardera un temps d'échange hein, avec tous les participants. Donc, pour les participants, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous les relèverons et nous les poserons à nos intervenants à la fin du webinaire. Donc, alors, je ne sais pas si Olivier est avec nous. Je ne pense pas qu'il y ait des petits problèmes de connexion. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Élodie Lombardo. Élodie, c'est à toi. Est-ce que tu peux te présenter? Tu es directrice innovation sociale et ingénierie de projet à l'AFDAS. Donc, bienvenue à l'AFDAS et c'est toi qui débute ce webinaire. Eh bien, merci beaucoup aussi Aurélia pour nous avoir permis à tous les quatre de pouvoir intervenir sur ce sujet. Je travaille à l'AFDAS. L'AFDAS, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'OPCO des industries créatives, de la culture, de la communication, du tourisme, du sport et des télécoms. On a plus d'une quarantaine de branches, mais on est quand même un petit topco par rapport aux autres, puisque on a à peu près 65 000 entreprises dans notre champ, dans nos différents champs. Et la spécificité de l'AFDAS, c'est également le fait que l'on a... la présentation se déroule toute seule en fait, il va peut-être falloir l'arrêter. Nous avons dans nos champs également des publics particuliers qui sont les intermittents du spectacle et les artistes auteurs. Voilà. Donc ce que nous on a observé avec cette période un peu compliquée de crise, au tout début en fait, il a fallu surtout s'organiser en tant qu'OPCO et très rapidement, même si le gouvernement a été force de proposition, comme tu l'as précisé Aurélia, en proposant des dispositifs facilitant pour les organismes de formation à développer leur offre à distance en mettant des plateformes à disposition, etc. Il a quand même fallu qu'on puisse leur donner cette visibilité. Même si nous, on n'est pas l'OPCO des organismes de formation, notre volonté, c'était de faire en sorte que l'environnement, le microcosme, on va dire, de la formation professionnelle continue à vivre, puisque c'est un triptyque, hein, c'est les entreprises ou les particuliers, c'est les organismes de formation et l'OPCO, et tout ça doit bien fonctionner ensemble pour pouvoir développer l'accès à la formation et le développement des compétences. Je pense que tous on s'est alignés sur une facilitation administrative pour permettre aux organismes de formation de pouvoir rapidement basculer de leur offre présentielle à une offre distancielle. Et ce que l'on a observé, c'est que c'est souvent la classe virtuelle en fait qui a pris le pas parce que ça demandait moins d'adaptation pédagogique. On était quand même sur un face-à-face pédagogique, mais qui se faisait du coup avec des outils distanciels. On a observé également des rapprochements entre prestataires, justement avec des prestataires qui étaient peut-être un peu plus équipés, qui avaient déjà pris de l'avance, on va dire, sur la formation à distance par rapport à d'autres. Et donc ça a pu permettre de nouer des partenariats entre différents prestataires. Nous, de notre côté, ce qu'on a proposé, c'est un guide pratique pour aider les organismes
à justement passer de présentiel à distanciel en leur donnant des trucs et astuces, en leur donnant de la visibilité, tant une démarche pédagogique qui devait être adaptée qu'un outillage technique, hein, parce que malheureusement le distanciel, ça demande aussi d'avoir des moyens techniques. Et du coup, c'est quelque chose qui nous a paru être important pour nos organismes. Alors, quand je parle de nos organismes, on a beaucoup d'organismes dans nos champs professionnels, métiers, et c'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir déjà passé le pas du distanciel et d'avoir réfléchi à une pédagogie adaptée. Ensuite, dans les outils de soutien, et là je veux bien que tu cliques. Hop, voilà. On a fait ce que tu as expliqué, référencer des offres disponibles en distanciel. On a à l'AFDAS depuis longtemps mis en place des catalogues, que ce soit à l'initiative des branches ou à l'initiative de l'AFDAS, avec des organismes de formation partenaires qui proposent leur offre de formation. Donc on s'est rapproché d'eux pour identifier ceux qui pouvaient proposer du distanciel à nos adhérents. On a également ouvert un référencement beaucoup plus large aux organismes qui voulaient être visibles sur notre site et qui proposaient une offre. Donc là, c'était vraiment de l'inscription, hein, tout simplement, avec un lien vers les catalogues, vers l'offre. Et pour nous, c'était important d'avoir une vision assez large du marché, des opportunités, parce que en ces temps de crise et parfois d'activité partielle, la formation restait une opportunité et c'était important de pouvoir soutenir la filière là-dessus. Donc ça, c'était en fait sur notre site, c'était une des premières pages visibles, c'était l'offre de formation à distance pour justement ne pas arrêter cette dynamique de développement des compétences. Donc ça, vraiment, cette montée en puissance, elle s'est fait progressivement. Et puis, on a relayé, bien sûr, tout ça sur les réseaux sociaux. On a essayé d'être très présent d'un point de vue visibilité. Quand les organismes n'étaient pas là, c'est nous qui prenions cette opportunité en mettant en place des campagnes de tweets qui ont démarré dès le 21 avril et qui se sont poursuivies à un rythme minimum de 2 à 3 posts par semaine pour vraiment donner cette visibilité sur l'offre disponible. C'est quelque chose qui a bien fonctionné. Côté FNE, du coup, même si on est le petit dernier des OPCO en termes de collecte, on est le 3e sur la partie FNE, d'un point de vue, en fait, donc on a déposé des demandes auprès des différentes directes qui nous octroient des fonds et qui nous permettent justement de les mettre à disposition de nos adhérents en fonction des besoins. C'est vrai que, alors c'est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle parce que ça veut dire que nos secteurs sont très touchés par l'activité partielle, hein, automatiquement. Mais en même temps, c'est une bonne nouvelle parce que ces secteurs-là ont décidé de poursuivre le développement des compétences de leurs collaborateurs. Donc je pense que ça, c'est ce qu'on peut garder en mémoire de cette période-là. Pour la suite, donc, pour on espère voir en termes de perspective, hein, et du coup, c'est les actions qu'on poursuit dans ce sens. Je veux bien que tu passes au slide suivant, du coup. Merci. Nos entreprises, ce qu'elles attendent, c'est une offre multimodale pour répondre aux nouveaux modes de travail. Je pense que la majorité des entreprises ont profité de cette période-là pour tester le télétravail, pour se rendre compte que finalement, c'était peut-être pas si difficile de faire le pas et de mettre en place les accords télétravail. Et ça veut dire aussi qu'il va falloir fonctionner différemment côté formation professionnelle. Donc, on a déjà des offres qui étaient, moi, ce que j'appelle multimodales, c'est avec ce qu'on appelle du blended, que ce soit avec des classes virtuelles, avec de l'e-learning, avec du rapid learning. Bon, on a toute modalité pédagogique possible. Mais là, je suis convaincue que les entreprises maintenant attendent cette offre-là. Ça, c'est la première des choses. Les attentes également de nos entreprises, c'est un soutien à la reprise de sortie de crise, parce que ça demande aussi, tant en interne qu'en externe, de répondre à des attentes. Côté interne, bien sûr, c'est le fait d'organiser son activité avec des contraintes quand même,
reprise d'activité, de distance, enfin tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit nous tous au quotidien. Et côté externe, c'est aussi, en tout cas pour nos champs, c'est rassurer les publics, faire en sorte que les publics reviennent dans des salles de théâtre, reviennent dans des parcs de loisirs, que les activités des clubs de sport puissent reprendre parce que les gens ont confiance dans la manière dont ça va se passer, qu'on puisse retourner au musée sans difficulté. Voilà. Donc tous ces lieux qui accueillent du public, qui ne fonctionnent qu'avec le public, ont besoin aussi de rassurer en externe. Donc des formations accompagnant ce changement interne et externe. Et c'est ce qu'on a proposé aussi sur notre site. On a décidé de mettre en avant des offres qui nous semblaient pertinentes pour accompagner cette sortie de crise. Côté outillage, du coup, je te laisse cliquer. Donc, à travers notre offre de service, on a mis en place un appui conseil qu'on a appelé Rebondir, qui est un appui conseil destiné majoritairement aux moins de 50 salariés pour les entreprises, mais on va jusqu'à 250 salariés quand les branches sont d'accord pour soutenir cette démarche-là. C'est un appui conseil qui va jusqu'à 4 jours de conseil avec des cabinets spécialisés qui vont justement aider les entreprises à remettre de l'ordre dans leur organisation, à peut-être aussi les accompagner sur la mise en place d'accords télétravail. Voilà, donc c'est vraiment redynamiser et repartir sur une activité du bon pied, accompagner ce changement et du coup aussi réfléchir à la montée en compétence des collaborateurs dans ce cadre-là. Deuxième chose que l'on a également proposé en termes d'offres de services, donc c'est le référencement d'offres de sortie de crise que j'évoquais, toujours disponible sur notre site, et un guide d'achat de la FOAD. Ça nous semblait être indispensable d'aider aussi nos adhérents à bien comprendre ce qu'il y avait derrière la FOAD, comment ça se passait quand on décidait d'acheter de la FOAD, ce que ça voulait dire. Est-ce que j'achetais sur catalogue? Est-ce que j'achetais justement plutôt une plateforme? Quelle était mon ambition par rapport à la mise en place de la formation à distance au sein de ma politique de formation? Et donc c'est simplement les aider à avoir un regard éclairé sur ce que c'est l'achat de formation à distance. Voilà. Globalement, donc deux temps importants, un temps qui était pendant la période vraiment forte de la crise, d'adaptation rapide, de faire en sorte qu'on ne lâche rien, que pendant ce temps, les collaborateurs puissent continuer à se développer. Et maintenant, on attaque la deuxième partie qui est vraiment d'aider nos adhérents, nos particuliers à toujours poursuivre leur activité dans les meilleures conditions et ne pas perdre de compétences, au contraire en développer de nouvelles. Et j'espère en effet avoir cette opportunité de voir un changement au sein aussi des organismes de formation qui vont pouvoir davantage proposer des offres multimodales adaptées à ce nouvel environnement de travail. Voilà pour ce que j'avais à apporter de l'expérience AFDAS par rapport à nos secteurs d'activité. Élodie, merci beaucoup. Alors, je vais sans plus tarder donner la parole à Olivier. Olivier Célis, s'il nous entend. Bonjour Olivier. Alors, je pense que Olivier a toujours des petits problèmes de connexion, donc en attendant qu'il nous rejoigne, nous allons passer la parole à Benoît Coppet de l'OPCO EP. Benoît, bonjour. Bonjour Alia, bonjour à tous. Merci Aurélia pour cette invitation à partager des constats et des perspectives avec nos confrères ici présents des différents OPCO. Il y aura sans doute quelques points d'achoppement ou quelques points communs avec ce qu'a pu dire Élodie dans mon propos. En ce qui concerne l'OPCO des entreprises de proximité, donc l'OPCO des entreprises de proximité regroupe 54 branches professionnelles pour une couverture d'entreprises d'environ 465 000 entreprises sur l'ensemble du territoire national et des DROM. Donc sous l'impulsion, donc la réaction de l'OPCO EP face à cette crise sanitaire et qu'a fait l'OPCO EP pour garder le contact avec les entreprises et avec l'offre de formation, déjà on peut dire qu'il y a une forte volonté, une forte impulsion du CA de l'OPCO de mobiliser l'ensemble des collaborateurs de l'OPCO justement pour ce maintien du contact
à la fois avec les entreprises, mais avec l'offre de formation et l'ensemble des acteurs de la formation, autour principalement de 3 axes d'intervention. Un premier axe de repérage qui a constitué à recenser l'offre de formation en FOAD visible et immédiatement disponible. Donc nous n'avons pas procédé à un référencement en tant que tel, mais plutôt à un recensement. Le recensement sous la forme d'un annuaire et d'une liste mise à disposition sur le site de l'OPCO-EP qui permettait à une entreprise souhaitant se former via les modalités distancielles de pouvoir s'appuyer sur un annuaire des offres disponibles. Ensuite, il a s'agi d'identifier quels étaient les besoins exprimés par les branches professionnelles. Donc là, il y a eu un certain nombre d'entretiens qui ont été menés par le service d'appui aux branches professionnelles qui a pris contact avec, justement avec les instances paritaires des branches professionnelles pour identifier les besoins propres à chaque branche professionnelle dans une stratégie de développement d'une offre de service à venir. Et puis, parce que pour nous, c'est le cœur de cible, c'est de garder le contact avec les entreprises. On avait l'habitude d'une forte présence sur le terrain, et il a fallu s'adapter aux conditions et de se mettre à l'écoute des entreprises, donc de prendre nos téléphones et d'animer des entretiens à distance avec les entreprises pour garder le contact et puis pour sonder et identifier leurs besoins. Ensuite, un second axe d'intervention qui a été à partir du moment où on a décidé de répondre à la demande des pouvoirs publics de pousser les entreprises vers l'offre de formation à distance, il a fallu adapter des critères de prise en charge et des modalités de gestion vers plus de simplification. Donc l'OPCO-EP a décidé de s'affranchir d'une certaine barrière qui est la participation des entreprises à la formation. Donc on a décidé de financer à 100% les dépenses de formation des entreprises sur des modalités distancielles. Et bien sûr, dans le contexte, d'accompagner le plus possible les entreprises dans le cadre de la mise en œuvre du FNE formation. Enfin, un troisième axe d'intervention qui a été d'apporter notre soutien à l'action publique en matière d'emploi et d'alternance. Pourquoi? Parce que on a une campagne d'alternance qui est en cours là, et il va falloir préparer des rentrées sur le terrain de la professionnalisation et également de l'apprentissage. Donc surtout de ne pas perdre le contact avec l'offre de formation positionnée sur l'apprentissage et sur la professionnalisation, mais aussi de garder le lien sur la partie emploi avec la mise en œuvre des préparations opérationnelles à l'emploi. Et puis de garantir la continuité, mais surtout de renforcer les partenariats avec les acteurs publics nationaux, mais également régionaux. Donc tout ça, ça s'est traduit par un certain nombre d'éléments de bilan. Hein, si on doit apporter quelques chiffres pour situer un petit peu l'action de l'OPCO-EP, on a recensé, on a obtenu en fait plus de 1600 réponses sur le recensement de l'offre de formation à distance. On avait adressé cette enquête via un formulaire Google Form et on a eu beaucoup de réponses. Recensement qui avait fait l'objet d'une publication à la fois sur le site de l'OPCO-EP, mais également sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne toujours sur la partie repérage, on a conduit environ 12 000, un peu plus de 12 000 entretiens avec les branches professionnelles et les entreprises pour l'identification des besoins immédiats, mais aussi à venir, à la fois en termes de besoins de formation, mais aussi en termes de besoins d'emploi. On a apporté donc un soutien fort au niveau du FNE formation. Alors là, on a les chiffres, on n'a pas les derniers chiffres, les chiffres qui datent du 29 juin. Sur un conventionnement qui correspond à peu près à une volumétrie de 8 millions d'euros avec les services de l'État,
On a aujourd'hui un volume d'engagement qui est de un peu moins de 4 millions d'euros pour un peu moins de 6 000 bénéficiaires. En ce qui concerne le fait d'avoir poussé les entreprises vers l'offre de formation ouverte et à distance, là on voit s'afficher un montant de dépenses de 8,2 millions d'euros, mais le dernier recensement montre un chiffre plus important puisqu'on a dépassé aujourd'hui la barre des 10 millions d'euros pour à peu près un peu plus de 15 000 bénéficiaires. Dans la stratégie qui a été mise en place, on a fortement poussé les entreprises de moins de 50 salariés puisque ça correspond à 95% des entreprises qui relèvent du périmètre de l'OPCO-EP. On les a fortement poussées, ces entreprises, vers l'offre de formation, vers la solution du 100% FOAD. On a également accompagné ces entreprises de moins de 50 salariés, mais aussi les entreprises de plus de 50 salariés sur la mise en œuvre du FNE Formation. Donc le FNE Formation n'a pas été une solution qui n'a concerné que ce qu'on a pu entendre des PME ou des entreprises de plus de 50 salariés, mais il a bien concerné pour le COEP l'ensemble des entreprises relevant de notre périmètre, à savoir les entreprises de moins de 50 salariés, les entreprises de 50 salariés et plus. On peut citer d'autres exemples ou d'autres éléments d'information concernant ces chiffres. On avait également inclus dans la partie simplification du financement de premier équipement, parce qu'on s'est rendu compte que dans beaucoup d'entreprises, notamment des petites entreprises, ces dernières n'étaient pas outillées pour pouvoir assurer le suivi de formation à distance. Donc le conseil d'administration de l'OPCO-EP avait validé la possibilité de financer de façon exceptionnelle des premiers équipements informatiques pour pouvoir lancer ces entreprises sur les modalités distancielles. Enfin, ce qui gravite et ce qui est aussi en fil rouge de notre action, c'est la mobilisation également des acteurs de l'apprentissage. Mais cette mobilisation, on l'avait fait finalement avant cette crise qui est intervenue au travers la mise en place dans les différentes régions d'ateliers de travail avec les CFA sur les stratégies à venir, et dans ces stratégies à venir, il y avait la prise en compte des nouvelles modalités pédagogiques, alors nouvelles entre guillemets, puisqu'on mettait l'accent sur les modalités distancielles, mais également l'intégration dans les logiques d'apprentissage de la formation en situation de travail. S'il faut qu'on fasse quelques constats et que je partage avec vous quelques perspectives autour de la formation à distance, déjà, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y a une offre de formation à distance qui est réelle et qui est diversifiée, mais elle est encore relativement marginale, en particulier sur les compétences cœur de métier. On a une offre de formation à distance qui est présente sur des thématiques qui sont générales et transversales, mais il y a encore beaucoup de chantiers à mener sur les compétences cœur de métier qui sont les besoins cibles des branches professionnelles. Donc là, il y a un champ d'investigation important. On s'est également rendu compte qu'il est nécessaire d'acculturer encore et encore et encore les entreprises. Et je dirais, on peut dire aussi même les prestataires de formation sur la question de la formation ouverte et à distance. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte également que le cadre légal, et Aurélia l'avait rappelé, le cadre légal et réglementaire est encore assez méconnu, surtout lorsqu'on est sollicité par une entreprise qui souhaite se faire financer une formation réalisée à distance et qui aura été mise en contact avec un prestataire. Souhaiter l'intervention financière d'un OPCO suppose un certain nombre de dispositions à respecter. On ne va pas parler de règles, mais il y a un cadre qui est prévu et bien souvent ce cadre peut être mal compris ou mal intégré lorsque l'achat a déjà été opéré.
On a identifié également des besoins forts en matière d'accompagnement des prestataires de formation, à la mise d'assistance de leur offre, au-delà de la simple digitalisation des contenus de formation. C'est-à-dire que le besoin n'est pas forcément exprimé sur comment je vais digitaliser mon contenu de formation, mais sur les modalités d'organisation à distance des formations. Ce sont deux choses différentes et on s'est rendu compte que, pris par le temps lié au contexte, eh bien, il a fallu s'adapter sous des modes et des formats qui étaient parfois un peu chaotiques. Et puis, un constat majeur qu'on a rencontré, qu'on rencontre également aujourd'hui, c'est qu'on a encore une culture du présentiel qui est très, très, très ancrée et que si on doit trouver un point positif à cette culture encore très ancrée, c'est qu'on a des perspectives de développement qui sont importantes, c'est-à-dire qu'on a un champ qui s'ouvre et qui va nous permettre, au travers de cette crise, de pouvoir investiguer de façon plus profonde la question de la modalité ou des modalités pédagogiques distancielles, mais également la question de l'approche multimodale, parce que comme l'a dit Elodie, il va falloir qu'on pense demain à organiser l'action de formation telle qu'elle est prévue par la loi, selon un parcours pédagogique, et que ce parcours pédagogique, eh bien, il va regrouper un certain nombre de modalités pédagogiques, le présentiel, le distanciel, mais aussi l'expérientiel. Voilà, et puis quand même des constats dernier constat qui est important, c'est que sur les territoires, parce que il faut qu'on parle des territoires, on a encore des inégalités assez marquées au niveau de l'accessibilité au réseau informatique. Et également des disparités dans les entreprises en ce qui concerne les biens d'équipement. Il est clair que mobiliser les entreprises relevant de l'OPCO-EP, notamment des entreprises de très petite taille qui étaient situées sur des territoires assez isolés, ça a été très complexe. Et on peut se féliciter et on peut féliciter les équipes terrain de l'OPCO-EP de n'avoir rien lâché et puis d'avoir été au contact des entreprises. La mission n'était pas évidente. Et puis, je pense que dans les chantiers à venir, et c'est pour ça que je suis ravi de partager ce constat avec mes collègues ici présents, d'engager ensemble une vraie réflexion sur les modalités distancielles, mais surtout sur l'approche multimodale. Voilà. Oui, l'approche multimodale, d'après ce que tu dis, Olivier, ce qu'on a constaté beaucoup, c'est un vaste chantier et on n'en est qu'au début, c'est sûr. Merci. Écoute, maintenant je vais donner la parole à Olivier Félix qui nous entend bien et que l'on voit, puisque sa webcam est allumée. Du coup, Olivier, on a eu déjà un premier bilan par Elodie de l'AFDAS, Benoît aussi, de l'OPCO-EP. Donc, c'est à vous pour Uniformation. Oui, bonjour à tous. Excusez-moi d'avoir tardé à vous rejoindre, subissant les joies des différentes connexions, différents outils que nous connaissons tous. Que dire? J'ai eu la joie d'entendre Benoît terminer les derniers mots également d'Elodie. Alors, au risque d'être parfois un peu répétitif sur ce qui a déjà été dit, peut-être préciser qu'avant le confinement, il est clair que la formation distancielle était vraiment une modalité de formation, je dirais quasiment exotique au sein d'Uniformation, et on ne la trouvait finalement que dans certains dispositifs qui étaient plutôt à la main des salariés, puisque nous avions la particularité d'être hier encore au passif. Donc c'était sur le si fort temps de travail où on voyait la chose un peu prospérer, et puis plus récemment à travers le CPF autonome.
C'était les rares dispositifs sur lesquels il y avait un volume proportionnellement un peu intéressant en distanciel. Sur les autres dispositifs plus classiques, en termes de volume d'engagement, ça ne dépassait pas les 2-3% du total engagé par uniformation. Au-delà de l'aspect dispositif, on le voyait aussi, comme le soulignait à l'instant Benoît, sur certains territoires enclavés, qui certes avaient parfois des difficultés en termes de qualité de liaison pour tout ce qui est informatique, mais par contre, c'était un moyen, je pense par exemple au territoire des Hautes-Alpes, de résoudre la question du déplacement. Lorsqu'il faut faire 3 heures de route pour rejoindre Marseille, c'est vrai que ça peut être dissuasif pour une certaine catégorie de salariés. Préciser également que au niveau de notre offre d'action collective, nous avions fait plusieurs tentatives pour justement instiller cette modalité pédagogique, mais sans véritablement avoir un succès autre que d'estime. Avec des freins qu'on connaît tous, qui étaient des questions d'équipement des salariés, des questions alors peut-être plus propres à certains de nos champs professionnels qui sont beaucoup sur les métiers du lien, pour lequel il est très difficile d'entendre qu'une formation puisse se faire autrement que sur du présentiel qui est propice à l'échange. Donc là, sur toutes les formations métiers, on avait véritablement je ne dirais pas que le digital était un peu repoussoir, mais il y avait quand même cette idée-là, plus des questions qu'on retrouve cette fois-ci de façon plus traditionnelle, autour des difficultés qu'un salarié peut avoir à être autonome sur ce type de formation. Tous les salariés, je pense à salariés de la branche de l'aide à domicile, qui en fait exercent leur travail chez des particuliers, donc sans possibilité d'un encadrement et puis en tout cas d'un encadrement de l'employeur, d'une mise en avant de la formation digitale. Voilà un petit peu sur la situation et les freins qui étaient connus, plus ceux aussi qu'on a évoqués sur la capacité, les incertitudes qu'il y avait autour du process administratif, les fameux qu'est-ce que je dois produire pour que la formation soit financée, qu'on a tous vécu avec des éléments qui, en dépit du travail de tous les opérateurs, que ce soit des financeurs ou des organismes de formation, sont encore assez peu partagés. Donc il y avait plein d'éléments qui bloquaient. Et c'est sûr que confinement aidant, il y a eu un boost très important sur la partie digitale. Nous, on a eu la chance, du fait de notre taille assez réduite d'OPCO, de pouvoir être assez rapidement, c'est-à-dire même dès le lendemain du confinement, tous à nos postes de travail chez nous pour rassurer nos adhérents sur comment continuer le travail sur les compétences de leurs salariés. Et qu'est-ce qui nous a été renvoyé? Premier sujet, où est l'offre de formation pertinente? C'est vrai qu'il y avait l'offre de formation transversale, linguistique, autour de la bureautique existait. En revanche, du fait de la prévention que j'ai exposée plus haut, sur les formations métiers, il y avait quand même un manque cruel d'offres. Ensuite, le gros questionnement, c'était ok, je vois une offre émerger, et du reste, ma boîte mail, désormais, est régulièrement encombrée, en tout cas, de sollicitations d'organismes de formation. Comment, moi, employeur, je peux retenir une bonne action de formation à distance? Il y avait un vrai sujet sur la qualité de l'offre de formation. Les employeurs étant un peu désarçonnés au regard du manque de pratique qu'ils avaient en la matière d'acquisition, de choix
d'organismes de formation. Donc on a été assez sollicité sur le registre. Est-ce que vous pouvez nous donner quelque part une liste d'organismes qui seraient certifiés FOAD, certifiés à distance, chose sur laquelle il fait donc rassurer les entreprises. Un moyen de les rassurer, bien sûr, a été de promouvoir une offre de formation collective, donc préfinancée en ligne, ce qui leur donnait une assurance raisonnable que les choses se passent bien. Et du reste, comme on en discutait la semaine dernière avec Aurélia, ce dont on s'aperçoit, c'est que le niveau de satisfaction des salariés qui ont suivi ces formations à distance avec les organismes, alors dans le cadre du FNE ou pas, peu importe, est supérieur au niveau moyen que nous constatons sur nos offres de formation, je dirais de façon traditionnelle. Alors je pense qu'il y a un petit biais sur le registre, dans ces circonstances particulières, celui qui voulait suivre de la formation et celui qui la dispensait, les deux étaient peut-être plus motivés qu'en général lorsque vous assistez à une action de formation. Je pense également que le fait que sous la férule de la DEFP, le fameux certificat de réalisation se soit soudain je dirais, répandu rapidement, ait été compris, a été un élément assez facilitateur. Quand on dit à un adhérent quelque part pour être réglé, seule facture et ce document le permettent, tout de suite on le sent soulagé par rapport à tout ce que j'exposais tout à l'heure sur comment justifier cette action de formation. On a quand même tout un questionnement, je dirais de façon plus prospective, sur l'ingénierie pédagogique qu'il faut certainement promouvoir au niveau des opérateurs, parce que certes, et c'est très bien de leur part, honnêtement je les félicite, il y a eu une réactivité pour mettre en place une offre de formation qui était immédiatement disponible, mais je pense que si on ne veut pas être sur le long terme un peu décevant en la matière, il faut probablement désormais rehausser un petit peu le niveau d'exigence pédagogique, se donner le temps de revisiter l'élaboration de ces offres. Le dernier point que je souhaitais porter, c'est, et désormais que la formation présentielle est redevenue possible, que se passe-t-il? Eh bien, sans surprise, on assiste à un retour en force de ce présentiel, notamment pour l'intra-entreprise, même si on a encore beaucoup de demandes sur des formats qui sont désormais mixtes, ce qui me semble, je dirais, une voie à explorer pour le futur. Merci Olivier, merci beaucoup, et sans plus tarder, Dominique et Caroline pour Acto. Alors, bonjour à tous les participants. Ce que nous souhaitions souligner avec Caroline pour Acto, c'était, bien sûr, nous avons œuvré pour la continuité, nous avons œuvré pour soutenir l'offre de formation, parce que n'oublions pas que la branche des OF est une branche adhérente Acto. Nous avons aussi œuvré pour permettre aux entreprises de continuer à trouver les offres qui correspondent à leurs attentes et pour qu'elles puissent s'adapter. Vous m'entendez? Très bien. Ah d'accord. J'ai un retour là, voilà. Et pour que les entreprises puissent et tout l'écosystème puisse s'adapter dans l'urgence à la situation de la crise. Et d'ailleurs, nous en profitons à Caroline pour remercier vivement, mais vraiment très vivement, toutes nos équipes qui ont œuvré sur le terrain. Elles ont été vraiment extraordinaires et n'ont pas été avares de leur temps
pour pouvoir permettre cette adaptation. Donc, merci à tous chez Acto. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir quand même pour Acto, c'est que nous étions déjà engagés dans les sujets de la digitalisation de l'offre de formation avant la crise. Donc, nous avions peut-être un petit peu plus d'avance sur ce sujet, dans la mesure où nous avions soumissionné des appels à projets, notamment du SPSTP sur l'accompagnement à la digitalisation, au PIA sur les formations digitales au service de l'employabilité. Et c'est ce qui nous avait permis d'accompagner dans ce cadre-là une centaine d'OF et CFA cumulés en cumul et une soixantaine d'entreprises. Et d'ailleurs, c'est avec grand plaisir que nous avons vu à l'occasion de la crise pu référencer des offres de formation d'OF que nous avions accompagnées dans le cadre de ces projets. Et là, c'est vraiment une grande satisfaction pour nous puisque c'est un bon retour sur investissement et la preuve qu'on œuvre à bon escient. Alors, qu'avons-nous fait pour soutenir la crise? Eh bien, nous avons mis, évidemment, comme la plupart des OPCO ici présents, nous avons fait le sourcing sur le référencement des offres en FOAD, alors des offres qui correspondent bien sûr aux attentes de nos branches, mais aussi des offres transverses, des offres, beaucoup d'offres évidemment sur l'accompagnement à la reprise et des offres sur la conception de formation, de digitalisation de formation à distance. Et nous avons aussi œuvré sur accompagner les organismes de formation sur comment passer du présentiel au distanciel. Alors c'est vrai que là aussi, même constat que tous nos collègues OPCO, beaucoup de classes virtuelles. Alors, nous avons pu quand même noter des parcours assez intéressants et qui faisaient appel à la multimodalité dans le sens, alors pas blended, mais dans le sens classe virtuelle, qui enchaînait les classes virtuelles, un renforcement de l'accompagnement, un accompagnement renforcé, des visioconférences et ces offres-là ont donné une grande satisfaction aux participants. On a par exemple un parcours Excel perfectionnement où nous avons pu aider l'OF à digitaliser 2 jours consécutifs en présentiel, en classe virtuelle, mais avec des accompagnements techniques et pédagogiques sur le bon déroulement du parcours, des supports de cours numériques interactifs et non pas des PowerPoint mis en ligne, qui associaient images et vidéos, et une invalidation des acquis en continu sur le parcours. Donc là, on retrouve les ingrédients d'une formation à distance dans l'orthodoxie du décret de 2018. Là, je vous l'ai dit, globalement, les participants ont été satisfaits et la modalité à distance n'a pas remis en cause l'objectif de la formation. Donc, on peut se satisfaire de ça. Bon, tout n'est pas complètement comme ça. On a encore la route est longue, comme le disait Olivier tout à l'heure. On a encore beaucoup de choses à faire. Mais c'est déjà quelque chose de prometteur. Nous avons accompagné, fort de notre expérience sur les projets dont je vous ai parlé en introduction, nous avons pu accompagner les OF sur la conception de FOAD. Alors, nous n'avons pas internalisé évidemment la prestation, mais nous avons référencé, comme je vous l'ai dit, des formations de conception de formation digitalisée à distance, et nous avons mis en visibilité les guides en ligne qui étaient à disposition. Et bon, je ne vais pas les citer ici exhaustivement. Je peux en citer un parce qu'on est dans le cadre du FOD, donc je citerai celui du FOD, mais pour les autres, je m'abstiendrai pour ne pas faire de polémique sur le sujet. Et oui, alors aussi, il y a eu des webinaires à destination des OF dans certaines de nos BU, enfin de nos entités régionales, pour aider les entreprises et les OF à mettre en œuvre la FOAD. Je vais passer la parole à ma collègue sur les règles d'assouplissement et les actions entreprises en cas du FNE et des POC. Caroline, si tu veux bien prendre la suite. Oui, merci. Donc concernant en fait, l'assouplissement, je vais faire écho à ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire qu'effectivement il y a eu l'objectif c'était de faciliter la prise en charge et le maintien de la prise en charge, notamment des formations qui avaient été programmées en présentiel et qui se sont transformées en distanciel. Donc il y a eu un certain nombre d'assouplissements. On restait aussi avec les consignes qui avaient été données par le ministère du Travail.
Et il y a eu du coup une information avec une foire aux questions qui a été mise en visibilité sur le site d'Acto, parce que c'est vrai que cette question-là, elle n'était pas évidente. Il y a les règles qui s'appliquaient en amont de la crise covidaire, il y a les règles qui s'appliquent pendant la crise covidaire, il y a les règles du FNE, et puis il y a les règles qui vont revenir après la crise. Donc ça fait plusieurs étapes. Donc il y a effectivement un travail des services administratifs pour accompagner les entreprises sur ce volet-là. En matière de FNE, il y a eu un travail très important des équipes sur les territoires auprès des entreprises pour les aider à identifier les besoins en formation et à formuler leurs demandes. Et aussi, il y a eu pas mal d'échanges, et ça je pense que l'ensemble des locaux a été dans ce cas de figure. Il y a eu pas mal d'échanges avec les différentes directs, la DGEFP, pour essayer au maximum de se caler sur un process administratif et puis d'homogénéiser le plus possible les pratiques sur les territoires, parce que chaque direct n'avait pas forcément exactement les mêmes attentes. Le bilan au 15 juin en termes de chiffres par rapport au FNE, c'est qu'il y a eu 15 000 actions de formation qui ont été engagées, qui concernent 21 000 bénéficiaires. En général, ce sont des actions de formation relativement courtes, hein, c'est environ 16 heures, avec une majorité de formations non certifiantes sur les types de formations. Et là, je vais rejoindre ce que disait Olivier Philippe sur les formations cœur de métier. On a plutôt des formations tertiaires avec de la bureautique, de l'informatique, du commercial, du marketing, des langues, du management. Mais on a aussi une offre qui a pu se développer à la fois sur l'accompagnement à la reprise et également, et là c'est peut-être parce que Acto effectivement est aussi locaux de la branche des prestataires de formation, sur la conception de formation en formation ouverte à distance. En matière de POEC aussi, une petite parenthèse, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'actions financées par Acto qui relèvent de la POEC, et à titre d'exemple, pour permettre la continuité pédagogique et la reprise des parcours, il y a eu des règles de souplesse administrative qui ont été prises, notamment sur le déplafonnement des POEC au-delà de 400 heures, mais aussi sur la possibilité, dans certains cas, d'augmenter un petit peu la durée des parcours qui avaient été engagés initialement, de manière à prendre en compte soit un allongement de la durée des parcours lié à la mise en place des formations sous forme distancielle, soit faire une petite révision des acquis en amont de la crise pour les formations qui n'auraient pas pu être mises en place sous format distanciel, mais qui auraient nécessité une reprise en présentiel en fonction de la durée de la formation en amont de la crise. Il y a eu des assouplissements en la matière pour sécuriser les parcours des bénéficiaires au maximum. Et puis une règle aussi qui a été définie pour sécuriser les modèles économiques des prestataires de formation en matière de POEC toujours, c'était de maintenir la prise en charge du coût pédagogique global à condition qu'à minima 50% de l'effectif reprenait l'action de formation. Donc un maintien du coût pédagogique, même s'il n'y a pas eu l'intégralité effectivement des stagiaires qui ont repris la formation à l'issue de la crise. Donc ça, tout ça c'était fait effectivement pour essayer de permettre une relance. Donc ce qu'on peut dire pour faire ensuite la transition avec la partie perspective, c'est qu'on constate, comme l'ensemble des intervenants précédents, que cette période très particulière, elle a permis de donner un coup d'accélérateur à la mise en œuvre de la FOAD, parce que c'est vrai que jusqu'à présent on en parlait beaucoup, ça se mettait en œuvre dans certaines branches, mais pas forcément partout. Donc là on a constaté un coup d'accélérateur avec une mise en place de parcours pédagogiques dans l'urgence. Et là-dessus, bien bravo aux prestataires de formation qui ont réussi l'exercice parce que c'était pas évident non plus. Mais du coup, avec une mise, avec des outils, on va dire un petit peu à minima, une adaptation à minima, et c'était normal, c'était une situation d'urgence. Donc c'est pour ça qu'on a effectivement les uns et les autres constaté que c'était essentiellement du recours à la mise en ligne d'outils existants précédemment ou à la classe virtuelle. Alors c'était déjà pas mal, c'est un premier pas, mais effectivement,
pour la suite, ça serait intéressant de retravailler sur les questions d'ingénierie pédagogique et sur les questions aussi du cadre juridique. Et pour les perspectives, je vais repasser la parole à Dominique. Alors oui, alors nos perspectives sont situées à plusieurs niveaux, bien sûr, pour suivre nos actions et les renforcer. Alors, ancrer le cadre juridique, et là notre service juridique, notre service juridique avait bien œuvré en la matière avant et pendant la crise du coup, parce que on avait rappelé les règles, on avait mis en ligne sur notre site toutes les règles de mise en œuvre au niveau juridique. Mais ce que l'on se propose aujourd'hui, c'est d'aller au-delà ce qu'on a déjà amorcé d'ailleurs, hein, c'est d'aller au-delà des règles juridiques, mais c'est de s'intéresser plus à la valorisation de l'offre de formation en FOAD, c'est-à-dire accompagner l'OF sur la façon dont il présente son offre, parce que la présentation de l'offre, eh bien, ça a un impact sur l'entreprise, sur les bénéficiaires, ça permet de les éclairer sur le contenu et d'éclairer leur choix, bien entendu, mais aussi d'accompagner l'OF. Alors là, on est plus sur le modèle économique, sur la valorisation de son offre, parce qu'on sait aujourd'hui, et beaucoup d'OF s'entendent à le dire, c'est que le digital devient un élément de différenciation et d'attractivité. Donc, il nous semble aujourd'hui important d'avoir cette dimension et c'est à ce titre que nous vous proposons. Alors, nous sommes tout à fait, nous partageons ce que le FOD a inscrit dans sa dernière tribune, c'est qu'il faut travailler sur la réingénierie pédagogique, il faut travailler sur l'accompagnement qui a un rôle essentiel et sur l'individualisation de la formation. Et nous ajoutons à cette brique un travail sur ce que nous appelons le marketage de l'offre. Comment puis-je mettre mes modalités en valeur pour permettre aux entreprises et aux bénéficiaires de mieux connaître mes spécificités et ainsi, pour moi, de justifier les écarts de coûts. On a entrepris un travail là-dessus et c'est des résultats très étonnants. Et pour l'OF et pour nous, on s'est attelé à faire des fiches comparatives sur des formations qui a priori se ressemblent, hein, sur des thématiques tout à fait semblables, mais qui pouvaient avoir 30% d'écart de coût. Et en faisant cette fiche comparative avec l'OF, avec les OF concernés, ça a été très pédagogique pour eux parce que ça les mettait dans une situation de marketing. Hein. Comment on a été surpris de constater à la fin des travaux que, eh bien, au final, les 30% d'écart étaient tout à fait justifiés parce que d'un côté, on avait des vidéos avec des intervenants avec un taux horaire important, on avait un accompagnement renforcé, on avait des modalités qui justifiaient l'écart de coût. De l'autre côté, on avait tout à fait une formation tout à fait qualitative, hein, c'est pas le sujet, mais on n'avait pas de visio, on avait un accompagnement asynchrone au lieu de l'avoir en synchrone, et la qualité des publics n'était pas la qualité du public n'était pas la même et la qualité des intervenants non plus. C'était deux formations qui poursuivaient les mêmes objectifs, mais pour des publics différents, avec des modalités différentes. Et ça nous a encouragés à proposer. D'ailleurs, j'en ai parlé à Aurélia et on l'a mis dans le slide parce qu'on ne voulait pas que ce soit une découverte, que ce soit un travail. Et j'ai entendu des choses aussi de la part d'Élodie, de tous les intervenants ici qui pourraient rentrer dans le cadre de ces travaux, et je pense qu'on a tous les mêmes attentes, et pourquoi pas ne pas créer, comme on a pu le faire avec l'accompagnement des équipes à la digitalisation qui a débouché sur un MOOC, travaux qui avaient été pilotés par le FSTP auquel le FOD participait, plusieurs OPCO. Élodie, je pense que l'AFDAS y était aussi de mémoire, EP aussi y était, dans nos anciens réseaux, mais peu importe. Et ça a débouché sur la création d'un MOOC pour nos collaborateurs, pour les acculturer, parce qu'il fallait les acculturer. Et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs de conduire ce travail dans l'urgence aujourd'hui. Il me semble que plutôt que de travailler chacun de notre côté, on a des gros sujets, on est sur la multimodalité, on est sur le coût, parce qu'on n'achète pas, pour reprendre... Dominique, excuse-moi, oui. Je vois que ça retourne terriblement. Bon, mais voilà. Donc la proposition est lancée. On se rappelle, on a parté. Et je vais effectivement m'en saisir pour vous proposer de monter un groupe de travail à ceux qui le souhaiteront, notamment sur le coût et le modèle économique d'une formation.
Et les modalités et la valorisation de l'offre et la précision de l'offre. Voilà. Ouais. Je voulais vous prendre quand même quelques questions. Alors, je regardais bien le chat, effectivement, les questions juridiques restent à l'ordre du jour. Peut-être demander, je ne sais pas qui souhaiterait répondre à cette question, de rappeler quand même quelles étaient les conditions de réalisation d'une action de formation à distance, très rapidement. Peut-être Olivier Philippe qui pourrait nous faire un point rapide pour clarifier notamment le fait que, en type de preuve de la réalisation d'une action de formation, effectivement, qu'on est dans du distanciel, la feuille de margement n'est pas nécessaire. Il faut activer le micro. Voilà. Oui. C'est vrai que c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, on a toujours eu une inquiétude de l'ensemble de nos interlocuteurs sur quid du temps de connexion, quid de la signature sur un document qu'on sait. Non, non. Et je pense que là, peut-être que pour le coup, l'épisode FNE va être très, très pédagogique en la matière, en éclairant clairement le fait que, sauf dispositif bien particulier, merci à notre ami du FSE qui est resté sur des éléments encore un peu compliqués à obtenir, globalement, une action de formation pour nos services instructeurs au moment du règlement, elle sera mise en paiement sur la simple production d'une facture et du certificat de réalisation. Point barre. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut pour un organisme de formation, je dirais, produire ces certificats de réalisation à la légère, à la chaîne. Simplement, ce certificat de réalisation atteste finalement deux choses. Un, de la réalisation de l'action de formation, mais aussi, je dirais, de la détention par le prestataire des éléments qui lui permettent légitimement de produire ce certificat de réalisation. Et alors là, écoutez, il faut renvoyer à l'excellent opuscule du FFFOD en la matière, qui va détailler par le menu la variété des pièces, parce qu'on n'est pas dans un mode monolithique. On a bien vu, en fonction des outils qui ont été déployés par les prestataires avec beaucoup d'agilité, eh bien tous ne pouvaient pas tous les certificats de réalisation ne pouvaient pas être étayés, sous-tendus par une même pièce, je dirais, mécaniquement produite. Mais je crois que là, il faut un peu, je dirais, dégonfler le sujet. L'OPCO, dans sa généralité, est plutôt un organisme facilitateur et bienveillant. Donc là, on est vraiment sur des éléments d'explicitation et on ne cherche pas systématiquement à sanctionner, à contrôler l'absence de la virgule qui va bien. Donc là, je pense qu'il faut surtout rassurer l'ensemble des participants sur les modalités désormais assez facilitantes en termes de contrôle de service fait. Merci Olivier. Et peut-être effectivement, pour terminer, si chacun veut dire un petit mot, je vois qu'il y avait Antoine Léon qui a posé une question qui est peut-être un petit peu longue, mais concernant le financement, il posait la question concernant un financement à 100% sur du distanciel, est-ce que cela est uniquement possible dans le cadre du FNE? Non. 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 Voilà, pas mal. Et on va répondre, on va essayer de prendre une de ces autres questions. Les formations longues sont-elles éligibles? Oui. Peut-être. Voilà, les formations longues sont éligibles. Alors peut-être qu'il faut juste préciser que chaque fois, ce que nous, on va vérifier, c'est que ça répond bien au décret qualité de ce qui est une action de formation à distance, avec l'assistance pédagogique, etc. Mais du moment où ça répond à tous les critères d'une action de formation à distance, nous, OPCO, on finance la formation selon nos prises en charge. Alors, je préciserai juste qu'effectivement, on finance, mais après, ça va dépendre des dispositifs de prise en charge, c'est-à-dire la durée des actions, le type des actions. Dans certains cas, les taux de prise en charge, ce n'est pas lié à la FOAD en tant que telle, c'est lié au dispositif de prise en charge. C'est-à-dire que la FOAD tire dans différents dispositifs. Voilà. Exactement, aux règles des OPCO. Voilà.
Donc, je vous remercie pour cette réponse rapide. Un petit mot de conclusion, si vous souhaitez, chacun, avant les congés de cet été. Eh bien, pour l'OPCOEP, ce n'est que le début, puisque la crise est loin d'être terminée et que, au même titre que nos collègues et confrères de l'AFDAS, on est dans la phase de rebond. Donc on continue d'accompagner les entreprises, on ne lâche rien et que les actions qu'on a menées se poursuivent jusqu'au minimum la fin d'année. Ouais. Et Pour la peut-être date, plus loin, vu les nouveaux dispositifs déployés par l'État autour de l'activité partielle de longue durée. Voilà. Mais comme toute crise, je pense qu'il faut en tirer aussi les bénéfices, c'est-à-dire que ça nous a appris à travailler différemment et c'est peut-être une impulsion nouvelle qu'il faut voir pour la formation professionnelle, pour le développement des compétences des collaborateurs et pour globalement une organisation du travail un peu novatrice. Donc moi j'ai espoir, c'est mon côté optimiste, que les choses vont évoluer dans le bon sens et qu'on va savoir tirer profit de cette difficulté que l'on vient de traverser. je te remercie Elodie, Caroline et Dominique. Alors, vas-y Caroline, Et Dominique, tu compléteras après, mais c'est un petit peu la même idée, c'est-à-dire qu'effectivement, là, on a tous constaté un coup d'accélérateur avec voilà, des conditions où chacun a mis en place ce qu'il pouvait dans une crise quand même avec une urgence et c'est arrivé très vite et on n'était pas forcément prêt, mais c'est une bonne expérience et on va pouvoir maintenant bénéficier du retour d'expérience et continuer à travailler sur ces sujets-là. Je complète par ce que je proposais à la fin de mon intervention, c'est-à-dire que je rejoins Olivier, il y a beaucoup de choses à faire encore, il y a surtout de belles choses à faire. Et si on pouvait faire fonctionner notre intelligence collective pour notre environnement, ça serait l'idéal dans la mesure où on l'a déjà fait sur plusieurs sujets. On a fait des groupes sur la fête, me semble-t-il, ou le forfait parcours. Enfin, et je pense que c'est comme ça que nous devrions poursuivre le chantier de la FOAD. Voilà. Merci, et nous avons l'air d'avoir à peu près tous les mêmes attentes, les mêmes constats, donc pourquoi pas œuvrer pour clarifier le paysage et au bénéfice de notre environnement, surtout des bénéficiaires, des entreprises et des OF et des CFA, le message est bien passé, Dominique. Je te remercie, Olivier. Petit mot de conclusion. En conclusion, profiter désormais après cet effet d'accélération, d'avoir une réflexion sur le temps long. Se méfier du prisme quand même un peu déformant que nous avons vécu. C'est sûr que à partir du moment où vous êtes uniquement obligé de passer par le distanciel, eh bien il devient 100% de notre activité, mais que demain le présentiel va s'imposer, qu'il faudra probablement, au-delà de cet effet accélérateur, plutôt probablement resituer un curseur qui visera à surtout mixer, comme le disait, me semble-t-il tout à l'heure Benoît, les différentes modalités de formatives qu'on peut connaître, en mettant une pincée de présentiel, un peu d'expérimentiel, un peu de distanciel. Et je pense que c'est surtout cet équilibre qui fera la richesse des évolutions pédagogiques de demain. C'est ça. Ne pas tout mettre dans le distanciel, tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous souhaite, on a pris 10 minutes de plus, donc désolée pour l'accession. Je remercie pour effectivement le partenariat que nous faisons ensemble. Nous vous souhaitons à tous un bel été. On se retrouvera certainement tous avec un cycle de webinaire pour la rentrée qui est en cours de programmation. Et je remercie nos intervenants. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. J'en profite pour vous demander de répondre à l'évaluation en cliquant sur le lien. Aurélia ? Oui. Alors, je ne sais pas si nos amis